malheureusement, on se dirige vers un divorce. Donc le couple, on va dire cette cellule familiale, ben, va voler en éclats. Il faut vraiment penser à soi parce que si on veut, si on veut continuer à prendre soin de ses enfants, être une bonne mère ou un bon père et avoir, on va dire, l'énergie nécessaire à cette mission, il faut prendre soin de soi, il faut se ménager Hmm. et il faut s'éviter des querelles et des guerres inutiles. Se Ouais, bien sûr. décharger, relativiser, se dire ce n'est rien, ce n'est qu'une séparation. Voilà, j'accuse le coup et je rebondis, je passe à autre chose. C'est pour le coup le seul cas de divorce où on est appelé pour de la garde à vue, pour de la comparution immédiate. Monsieur, il est sorti de chez lui. Et il y a une telle différence en plus de revenus et de niveau économique entre les deux époux que les conséquences sur le plan financier, elles sont catastrophiques, hein. Ce que je constate souvent, c'est que la différence de niveau ne fait pas bon ménage. Et donc je ne dis pas niveau intellectuel, je ne dis pas niveau... il faut vraiment que pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait ou bien un même niveau de spiritualité, ou bien un même niveau de réussite sociale. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Je suis ravie de vous retrouver pour la seconde partie de ma conversation avec Maître Hadji, avocate spécialisée dans le droit de la famille. Si la première partie de notre échange était très orientée théorie, aujourd'hui, Hanan et moi, on vous emmène dans la vraie vie. On aborde prioritairement le sujet des enfants et des choses à dire, à faire ou à éviter pour les préserver d'une épreuve qu'ils n'ont pas demandée. Ensuite, on revient sur un point important, les erreurs de casting. Quelles en sont les conséquences ? Existe-t-il des combinaisons de couples qui ne sont pas faites pour durer, voire qui n'auraient jamais dû exister ? On évoque également le lien entre la foi et la façon de gérer une séparation avec élégance ou non. Enfin, parce qu'être spécialiste des séparations peut vous mener à devenir expert en relations, j'ai demandé à Hanan quels bons conseils elle peut nous prodiguer pour aider les couples à perdurer et faire en sorte que nous n'ayons jamais à la consulter. Et parce qu'elle est vraiment très sympa, elle répond aussi à cela. Une dernière chose avant de vous laisser profiter des excellents conseils de mon invité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et enfin à noter Halal Love sur la plateforme de votre choix, notamment Apple Podcast ou Spotify. Je compte sur vous, ça compte énormément. Excellente écoute et à très bientôt. J'aimerais qu'on reparte un peu sur la NIA parce que j'avais une question en fait qui touchait un petit peu ce sujet-là. Est-ce que tu constates toi un lien entre le manque de pratiques religieuses et ou de religiosité? Bon, la religiosité c'est plus le comportement, la foi. Est-ce que ça, tu vois, est-ce que ce sont des choses qui amènent à un divorce selon toi? Est-ce que toi tu le vois ça dans ton cabinet ou est-ce que tu n'as pas la visibilité pour le voir? Alors, très honnêtement, je n'ai pas la visibilité. Après, c'est vrai que bah, après, c'est quoi la religiosité et c'est quoi être musulman? Enfin, il y a des gens, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'une pratique selon moi, c'est aussi un cœur, c'est aussi une manière une C'est vision du pour monde et de voir les préciser, hein, la choses. pratique religieuse et la religiosité, c'est-à-dire que le comportement, les valeurs, la foi qui émane au quotidien, en fait. Alors, Est-ce je que dirais, tu es dans la ben, nature? enfin, si vraiment il y a des personnes qui sont vraiment musulmanes, avec le cœur et l'éthique que cela comporte, hein, ils ne peuvent que se séparer en bons termes. Vous voyez ce que je veux Mmh, dire? Enfin, et ouais. carrément ne pas se séparer, ou quand la séparation est inévitable, ça se passe hyper bien. Tu le Maintenant, vois dans ça? la pratique, oui, oui, hein, vraiment, mais c'est plutôt une question de cœur, hein. Et dans la pratique, on a des gens qui, d'apparence, se présentent comme étant les plus rigoristes en islam, avec, enfin vraiment très rigoriste, une pratique très stricte de la religion. Et quand on Mmh, lui dit, bah écoute, vous êtes en communauté de biens, monsieur lui veut revendiquer une séparation, qui pourtant est conforme au droit islamique, ils veulent pas, enfin vous voyez ce que je veux dire, ils veulent pas en entendre parler. ah Et ça ouais? va être, oui, oui, et ça va être, enfin vraiment une guerre acharnée. Donc ça veut vraiment
Non, non, l'idée de toute façon, c'était Je- pas de juger sur l'apparence, hein. C'était vraiment de se dire, comme tu dis, tu as parlé du cœur, moi je parle de la foi, mais pour moi ça se rejoint en fait. Mm. Quelque part, ce que tu dis quand même, c'est que quand on a une foi, on a un bon cœur, quelque part ça se ressent aussi dans sa manière d'amener le divorce et que évidemment Oui, l'habit ne fait pas le moine. Tu as des personnes qui peuvent arriver exactement, avec oui, une oui, posture. c'est être respectueux, c'est être Mmh, respectueux des droits de l'autre parent. C'est mmh, se dire, ben, l'enfant, par exemple, il n'est pas qu'à moi, il est aussi au papa. Et donc, c'est mmh, tout à fait normal que le père, revendique un temps de présence équivalent à celui de la mère. Si vraiment on essaie d'être équitable et de penser aussi à l'autre, mmh. aux Bah, besoins et aux justement, droits de l'autre. OK, bah, tu me fais une transition, parfaite parce que la prochaine question que j'allais te poser, c'est par rapport aux enfants. Beaucoup de personnes, qui divorcent, elles ont des enfants ensemble. Qu'est-ce qu'elles doivent savoir ces personnes-là avant de venir te voir? Parce qu'on a quand même enfin, ça c'est quand même, dans dans l'esprit commun, ce truc de: «Ah divorcer quand il y a des enfants, c'est pas facile». Pourquoi c'est pas facile? Qu'est-ce qu'on doit savoir avant d'aller voir son mari, et de dire: «Je veux divorcer», alors qu'on a des enfants entre nous? Alors c'est pas facile, je pense, parce que les époux auront tendance dans ce cas précis, à privilégier l'intérêt et les habitudes de l'enfant et de se dire que moi, mon enfant, il est habitué à avoir les deux parents et j'ai pas envie en fait de le priver, on va dire, d'une figure quoi, d'une figure parentale. Mmh. Et donc je pense que c'est cet aspect-là qui rend difficile la décision de divorcer pour les parents. Et donc, ce que je pourrais leur dire, si ça peut les rassurer, c'est que l'enfant, lui, les enfants sont pas idiots, ils sont très conscients et ils le voient quand ça se passe mal entre les deux parents. Et ils en souffrent aussi très souvent et il vaut mieux voir ses deux parents séparés heureux que ensemble à se faire une guerre froide quotidienne. Mmh. Et Après, est-ce d'un que, point de vue juridique, oui? voilà, d'un point de vue juridique et en termes Ouais, de tu as raison. conséquences, Mmh. la règle, c'est que, la règle, hein, la grande règle, c'est que le papa a des droits équivalents à celui de la maman. Ça c'est la règle en France? OK. C'est la règle en fait, et que la résidence alternée, elle est de droit si les conditions sont remplies. Donc Mmh. il suffit que l'enfant ait, aux alentours, enfin, un peu plus de 4 5 ans, que le papa, enfin que les deux parents habitent à proximité des écoles, pour que la résidence alternée soit mise en place et que les plannings, enfin les agendas respectifs des deux époux le permettent, pour que la résidence alternée soit mise en place. Il n'y a plus cette prédominance, on va dire prééminence du rôle de la mère. C'est vraiment quelque chose Oui, ça a beaucoup d'a- évolué ça, j'entends, je crois, hein? voilà, d'assez équilibré, Mmh. même si dans la pratique, on constate que la résidence des enfants est quand même majoritairement fixée chez la mère, non pas parce que les juges refusent de mettre en place la résidence alternée, mais tout simplement parce que les époux, hein, messieurs, ne demandent pas. Ils disent l'enfant est mieux chez la maman, moi je j'ai pas le temps, donc je prendrai Mmh. mes enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il y a beaucoup d'hommes qui demandent encore ça? Ce type de répartition? Il y en a beaucoup, et quand ils la demandent pas, très honnêtement, dans quand même, dans beaucoup de cas, c'est pour ne pas payer de pension alimentaire qu'ils vont demander une résidence alternée. Mmh. OK, parce que bah, justement, ça, c'est des choses à savoir. Quand tu es en résidence alternée, pas de pension alimentaire? Alors, à situation financière équivalente, exemple, vous avez un Mmh. époux qui gagne 2000, madame qui gagne 2000. Si une résidence alternée est mise en place, il n'y a pas de pension alimentaire. Maintenant, si la situation des deux époux est très déséquilibrée, vous avez une épouse qui gagne 2000 et monsieur qui gagne 10 000, par exemple, là, il y a pension alimentaire, même en résidence alternée, mais une pension alimentaire moins importante que celle qui serait fixée en cas de résidence exclusive chez la maman ou chez le D'accord. papa. OK. OK, OK. Et alors, est-ce que tu penses qu'on peut divorcer, alors qu'il y a des enfants entre nous, sans impacter, slash traumatiser les enfants? Quand j'entends traumatiser, c'est, les rendre tristes, impacter leur vision du mariage, parce que je pense que c'est vraiment la peur qu'ont, beaucoup de personnes, des frères comme des sœurs. On va pas faire de généralité là-dessus. Est-ce que c'est possible et si oui, comment tu fais en fait pour, divorcer sans impacter les enfants? Ou il faut se dire: «Je divorce, j'impacterai mes enfants. Je reste dans un couple qui est malheureux, j'impacte mes enfants. Je divorce, j'impacte mes enfants. Je dois juste choisir quel impact je fais à mes enfants». Moi, je pense qu'une bonne communication avec ses enfants, s'ils sont en âge de comprendre, ça permet de ne pas trop les impacter. Et là encore, il vaut mieux avoir deux parents heureux, épanouis et passer des moments de qualité avec chacun d'eux, que de les avoir tous les deux à la maison et c'est pas gai, quoi.
Donc moi, je pense que quand le divorce devient nécessaire, ce n'est jamais une mauvaise chose, ni pour les époux, ni pour les enfants. Que ça va faire du bien à tout le monde, que les situations, elles ne sont pas figées, elles évoluent, que la vie reprend son cours derrière et que, enfin voilà quoi, vraiment que ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de, si les parents gèrent bien leur communication entre eux, si c'est pas conflictuel au moment de la séparation, c'est-à-dire que s'ils arrivent à divorcer et à échanger de manière qualitative, les enfants ne sont pas impactés. Ça ne peut, enfin, je vois pas comment ça pourrait les impacter. Donc la communication avec les enfants et la communication avec le futur ex-conjoint, c'est vraiment deux choses solides sur lesquelles il faut travailler, c'est Oui, ça pour oui, oui, d'accord. oui, oui, oui. On peut faire appel à un médiateur, non, quand c'est comme ça? Vous pouvez faire appel à un médiateur. Maintenant, voilà, moi je suis pas convaincue, on va dire je suis pas convaincue moi par la médiation. Je pense que deux personnes qui veulent communiquer, ben elles le font spontanément et de faire intervenir un médiateur, je vois pas en quoi enfin, je vois pas en quoi ça peut permettre une communication de meilleure qualité. Maintenant, c'est ma vision de la chose. Il y a des confrères qui vont vous dire que c'est une excellente chose et que ça Mmh. permet on va dire, de dénouer des points de crispation. Chacun, voilà, là, chacun sa manière de voir les choses. Pourquoi pas la tenter, même si dans Mmh. la pratique, moi, je constate que C'est pas très probant? voilà, c'est pas fructueux. D'accord, OK. Alors justement, là, tu as donné un très bon élément qui était la communication. Est-ce que, de par ton expérience, de par vraiment les exemples que tu as, tu peux nous extraire d'autres qualités qu'il faut travailler pour réussir son divorce? Et est-ce qu'on peut vraiment réussir son divorce? Parce que ça, on l'entend de plus en plus, on n'a pas réussi notre mariage, mais on a réussi notre divorce. C'est vrai, ça, c'est possible? Non, non, je pense que c'est vraiment possible. Si on est pragmatique, si on essaie d'être rationnel, de mettre l'émotionnel de côté, de ne pas se rejeter la faute, si on est respectueux aussi des droits de chacun des parents, de sortir de cette position qui consiste à dire je suis la mère, j'ai porté mon enfant, donc il m'appartient plus qu'au papa. Déjà là, on va pas pouvoir, enfin, on va pas pouvoir mettre en place une communication ou des échanges de qualité avec l'autre partie. Si vraiment on est attentif, on est respectueux et on est modéré dans ses positions, euh, on est sérieux dans ses propositions, on peut réussir son divorce. Maintenant, voilà, si on aborde un divorce, voilà, que j'ai droit raisonnablement, par exemple, hein, à 500 euros de pension alimentaire pour un enfant, et que tu proposes 50 euros, et que tu veux pas proposer autre chose que 50 euros alors que les besoins de l'enfant sont nettement supérieurs à 50 euros, la base de proposition, est si peu sérieuse qu'on va pas pouvoir réussir un divorce dans ces conditions. En revanche, si on est pragmatique et qu'on a pris des conseils des deux côtés, que les deux avocats ont dit, normalement ont informé les deux époux sur l'étendue de leurs obligations et ce qui va les attendre devant un juge, et qu'on se dit, bah écoute, de toute façon, ce sera ça, minimum devant le juge, alors je te les propose à l'amiable et on avance comme ça. Là, oui, effectivement, c'est possible de réussir son divorce et, de bien, oui, de bien vivre l'après-divorce. D'accord, OK. Parmi les autres mantras que j'entends parfois, c'est pour aider les personnes à divorcer, c'est aime plus tes enfants que tu détestes ton ex-mari. Ça, apparemment, ou ton ex-épouse. Est-ce que ça, tu trouves que c'est une phrase qui est juste ou pas? Parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, ah oui, Je, c'est vrai, en fait, j'étais trop focalisée sur le fait qu'il m'a fait du mal ou je veux le saigner. Et j'ai oublié qu'en fait, tout ça, ça traîne. Mes enfants, ils en pâtissent. Je suis toujours pas divorcée. Et en fait, me rappeler que moi, j'aime plus mes enfants, que je déteste mon ex-mari, ça peut aider. Qu'est-ce que tu en penses de ça? alors moi, c'est pas une phrase, on va dire, qui va toucher ma sensibilité. Moi, je dirais plutôt, aime-toi plus toi, pense à ton confort mental, à ton confort quotidien, évite les guerres qui peuvent être évitées. Soyez pragmatique. Si on vous dit que le résultat, ça va être ça, par exemple, ça va être une résidence alternée, ou ça va être une résidence chez la maman avec un droit de week-end, ou ça va être, voilà, telle somme d'argent. Si on vous dit que le résultat, ce sera ça, avec ou sans guerre, alors, enfin, pourquoi mener une guerre alors qu'on va avoir le même résultat euh, La guerre en plus. voilà, en optant, voilà, la guerre en moins plutôt, en optant pour la Oui, voie apaisée. Vous voyez ce que je veux dire? pardon. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est plutôt, il faudrait aborder les choses de cette manière-là, en OK. étant vraiment pragmatique. D'accord. Donc, bien communiquer, être Et penser à pragmatique, soi, voilà. Penser, et vraiment, penser à soi. voilà, il OK. faudrait penser à soi. Malheureusement, on se dirige vers un divorce. Donc le couple, on va dire cette cellule familiale, ben, va voler en éclats. Il faut vraiment penser à soi parce que si on veut, si on veut continuer à prendre soin de ses enfants,
être une bonne mère ou un bon père et avoir, on va dire, l'énergie nécessaire à cette mission, il faut prendre soin de soi, il faut se ménager Mmh. et il faut s'éviter des querelles et des guerres inutiles. Se Ouais, bien sûr. décharger, relativiser, se dire ce n'est rien, ce n'est qu'une séparation. Voilà, j'accuse le coup et je rebondis, je passe à autre chose. Mmh, OK. Moi, je rajouterais, un élément peut-être, c'est d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait. De se dire qu'en fait, on aura à rendre des comptes sur nos actes et sur nos décisions. Alors OK, peut-être que tu veux saigner la personne, l'homme ou la femme, hein, vraiment, peu importe. Tu veux avoir gain de cause ou tu veux rien donner, parce que tu as pas envie de donner. Mais la réalité, c'est que, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle quand même, il évoque le divorce dans plusieurs des sourates qu'il a fait descendre et il y a quand même des règles, le fait de faire appel justement à une médiation avant d'envisager la séparation. Quand vous avez la séparation, il y a des règles. Il y a des règles comportementales aussi à avoir. Et quand on les a pas, de se dire attention, il y aura des conséquences en fait. Peut-être que là, on les voit pas dans le monde dans lequel on vit et on est très attaché à ce monde visuel. Mais la réalité, c'est que il y a, dès lors où on est croyant, on le sait, il y a un monde qui nous attend après. Et dans ce monde-là, Bien sûr. on aura des comptes à rendre. On aura des réponses à donner sur un acharnement qu'Allah nous a demandé de laisser. Oui, bien sûr. Après, enfin là, pour le coup, on quitte la sphère juridique Bien sûr. pour rejoindre voilà, la sphère un peu plus, on va dire personnelle ou verticale, mais clairement, et là, la NIA, la bonne intention, enfin, On revient là-dessus, hein. voilà, on revient là-dessus en fonction de ce qu'on souhaite pour l'autre, en fonction on va dire de la finalité oui, de la finalité qui va guider nos actions, ben on sera plus ou moins récompensé. Ouais, bien Et sûr. à titre anecdotique, on a certains époux, pour le coup, qui sont vraiment pieux, euh, qui sont voilà très apaisés, très tempérés, qui nous disent voilà, moi son droit c'est ça. Maintenant, si elle veut me saigner, ben, je lui donnerai en fait, parce que c'est la loi et que j'y suis contraint, mais je lui pardonnerai pas devant Dieu. Hmm. Donc là, c'est les grands gentlemen, on est niveau maturité plus, qui voilà, qui vont pas, voilà, on va dire, qui ne font pas de coups bas, qui restent dignes jusqu'au bout, en disant si elle veut, je lui donnerai. Mais Mhm. devant Dieu, en fait, je vais lui rappeler que devant Dieu, c'est du vol, que c'est le fruit de mon travail et que je pardonnerai pas devant Dieu. Wow. Ok. Ok, ok. Bon. J'aimerais à présent qu'on s'intéresse, ou plutôt peut-être presque qu'on revienne sur le choix du conjoint, les combinaisons de couples qui sont un petit peu à risque. Je voudrais quand même nuancer parce que tu as dit, quand on a parlé de ça, bon, les erreurs de casting, quelque part, entre guillemets, c'est le moins grave. Je pense que quand même, c'est grave dans le sens où on entend de plus en plus que l'une des raisons principales de séparation en islam, c'est l'erreur de casting. Donc ça peut paraître léger face à des couples qui sont mariés depuis 20 ans, c'est léger face à des personnes qui ont des enfants, évidemment, mais la réalité, c'est que l'erreur de casting, c'est un sujet. Et quand on a préparé l'émission, tu m'as dit une phrase qui m'a fait beaucoup rire. Tu as dit, de la même manière que comme on fait son lit, on se couche, eh ben, comme on choisit son époux, on divorce. Est-ce que tu peux C'est nous en vrai. dire un peu plus sur cette expression? Ce que je constate souvent, c'est que la différence de niveau ne fait pas bon ménage. Et donc, je ne dis pas niveau intellectuel, je dis pas niveau, il faut vraiment que pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait ou bien un même niveau de spiritualité, ou bien un même niveau de réussite sociale. Et donc, quand je dis réussite sociale, c'est pas les études. Vous pouvez avoir deux architectes ensemble, j'en ai vu dans mon cabinet. Donc, il va y avoir un des deux architectes qui va être bah, très très brillant, l'autre architecte qui est un peu à la ramasse. Là, pareil, différence de niveau, différence de réussite sociale. Et ça va Ah, pas matcher, comme vous allez pouvoir avoir, je sais pas moi, une femme médecin avec un commerçant, enfin quelqu'un qui n'a pas spécialement fait d'études, mais qui pour autant est très intelligent, très rusé, qui a réussi dans les affaires. Et là, ils ça va partagent très une bien. vision, en fait, quelque part, Voilà. Et et là, ça va très une bien réalité. fonctionner. Ok, Très bien ok, fonctionner. ok. Ce sont des exemples. Et vous avez aussi, enfin, il y a quand même des modèles qui reviennent souvent. Vous avez aussi l'époux qui va faire venir une femme de son pays d'origine en se disant allez les filles de France elles sont peut-être un peu trop de vices, elles sont pas naïves, j'aurai pas le contrôle donc je vais chercher une du bled sur laquelle j'aurai le contrôle et boum, retournement de situation. Retournement de situation et là on est sur des très très gros dossiers.
Très Waouh. gros T'en vois dossier, beaucoup des cas comme ça? très grosse facture. J'en vois pas beaucoup, mais c'est des cas récurrents. C'est-à-dire que ça va être on va dire une typologie qui va revenir souvent. Hmm. Et donc c'est pareil, donc ça va être teinté d'une différence de niveau. Vous allez avoir très souvent, ce sont des ingénieurs, des gens qui ont assez bien réussi et Hmm. puis qui arrivent à 35-40 ans, pas mariés, donc ils vont aller chercher une épouse au bled, donc beaucoup plus jeune qu'eux, sans niveau d'instruction particulier, donc qui vient, qui travaille pas, qui est au foyer, et ça peut pas fonctionner. Quelqu'un qui a vécu 40 ans tout seul, vous lui ramenez enfin voilà, qui fait sa vie avec une femme de 20 ans, qui est tout le temps à la maison, qui n'a pas d'activité à côté, Hmm. il va pas supporter, qui est tout le temps chez lui, il ne va pas, ça va très mal se passer. Ah, chez lui ou Donc chez eux? Enfin, parce que moi, chez eux, voilà. voilà, Parce que, en fait, chez eux. moi quelque part, je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'en fait, j'estime que là, le sujet, c'est que, encore une fois, tu te maries pas pour les bonnes raisons. Tu choisis pas une épouse parce qu'elle te complète. Tu choisis pas une épouse parce que tu veux voir loin avec et entrer au paradis avec elle. Tu te maries parce que tu dois te marier. Et c'est ce que tu m'avais dit quand on préparait l'interview. J'avais trouvé ça passionnant parce que moi, les ingénieurs que je vois autour de moi, c'est des personnes qui sont mariées soit avec des personnes françaises, converties ou non, soit avec des personnes qui ont la même origine qu'eux, en fait. Et en fait, tu m'expliquais que, bah non, pas toujours, parce que justement, il y a des professions, quand tu es un peu matheux, quand tu es un peu dans l'informatique, bah, c'est pas là où tu es le plus à l'aise finalement pour aller euh, voir une sœur. T'as pas les codes, en fait. Et donc, tu te dis, je vais aller chercher au bled, c'est plus simple. Elle, Oui, même c'est si j'ai pas les facile. codes, elle me dira oui. C'est ça, non? Voilà, oui, voilà, où c'est les familles qui vont, ma mère, ou voilà, les familles vont s'arranger et vont sélectionner l'épouse pour moi, et donc je l'épouserai. Et ça se passe hyper mal, hein, sachant que quand on a généralement ce profil où on est assez réservé, assez en retrait, je dirais même peut-être un peu autiste, hein, mais dans le sens positif du terme, on est vraiment C'est-à-dire? basé sur l'essentiel, on n'est pas trop, voilà, quoi, on n'est pas trop disert, on parle pas pour rien dire, on est assez en retrait et concentré sur l'essentiel. On essaie même, je dirais même qu'ils sont plutôt assez efficaces dans leur gestion, voilà, dans leur travail, dans leurs tâches quotidiennes. Se marier avec quelqu'un qui ne partage pas la culture, pas le niveau, il y a une différence d'âge aussi importante, ça se finit très très mal. Mmh. Bah, tu vois, enfin, moi, Très très je mal. rebondissais là-dessus parce que je me dis, s'il y a peut-être un message à faire passer à nos frères qui nous écoutent, c'est de se dire, travailler peut-être justement sur les skills, sur les compétences de sociabilité qui peut-être vous font défaut, pour justement essayer de rentrer dans un mariage en étant, en vous connaissant mieux, en étant plus à l'aise, parce que de toute façon, ça sert à rien d'aller chercher au pays. En plus, je trouve que c'est complètement irrespectueux quand même de se dire, je vais aller chercher une personne parce que les filles d'ici, elles me donneront pas l'heure ou j'ai pas envie de faire d'efforts sur moi-même en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne du pays, elle a pas, elle ne mérite pas que tu fasses d'efforts. C'est quand même très problématique, je trouve. Et c'est dommage surtout. Bah, moi, je pense qu'ils ont essayé. Je pense qu'ils ont essayé en France, Ok. qu'ils ont essayé même beaucoup et que voilà, qu'ils n'ont pas trouvé la personne qui correspondait à ce qu'ils Ah ça, c'est encore recherchaient, autre chose. D'accord. parce que je pense, hein, là encore, qu'il y a cette volonté de contrôle, cette Chez les volonté, hommes. voilà, d'avoir le contrôle. D'accord. Et il y a des personnes qui sont pas prêtes, on va dire, à déléguer une partie du contrôle ou voir la moitié. Du coup, ils vont au bled en se disant, bah là, j'aurai le contrôle absolu, elle sera dépendante Hmm. économiquement, c'est moi qui décide, elle est pas trop intelligente, donc elle va pas pouvoir m'emmerder si jamais ça se passe mal. Et quand ça arrive là, c'est la crise, hein. Ouais. C'est la crise parce malheureusement, ils vont finir par la mépriser, et que voilà, ça reste un humain et ça reste donc forcément à un moment donné elle aussi, eh ben elle va se révolter et ça se finit très souvent en violence, garde à vue. Enfin, c'est pour le coup le seul cas de divorce où on est appelé pour de la garde à vue, pour de la comparution immédiate. Monsieur il est sorti de chez lui et il y a une telle différence en plus de revenus et de niveau économique entre les deux époux que les conséquences sur le plan financier elles sont catastrophiques, hein. Alors là on se retrouve Catastrophique avec pour le monsieur? catastrophique pour le monsieur. On est avec des pensions alimentaires extrêmement élevées parce que madame ne travaille pas et qu'elle est quasiment, enfin, elle est sans revenu. Il se retrouve à la rue parce que madame, elle est dans sa situation financière, ne lui permet pas d'avoir un bail ou d'avoir un appartement ou de se reloger. Et en plus, il se retrouve avec des condamnations quasi judiciaires qui vont impacter leur carrière. Enfin, vraiment, c'est des situations à haut risque. Waouh, très mauvais choix. Encore une fois, je pense que c'est Très, important très de le mauvais choix. repréciser.
On Oui, dit pas qu'il faut pas se marier avec une personne du pays, mais mariez-vous avec une personne du pays parce que vous avez envie de vous marier avec elle déjà et oui, parce que pour les bonnes raisons, en fait. Mais si c'est parce que, je veux contrôler ou si c'est parce que, j'arrive pas à aller vers, des filles de France ou, je méprise les filles de France parce que je les trouve pas assez ci, pas assez ça, c'est on en revient à la nia, en fait. On en revient à la bonne intention. oui, oui, C'est oui, toujours la même chose, hein. et voilà, et après, moi je pense que ces femmes-là qui en fin de mariage veulent saigner leurs hommes, je pense que c'est le mariage qui les a rendus comme ça, que de base elle était bien intentionnée, elle croyait au prince charmant et à force de mépris, d'humiliation quotidienne, de mauvais traitements, bah, elle s'est dit bah je vais lui faire payer tout ça. Et c'est de bonne Mmh. guerre. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres profils de couples qui viennent te voir et où tu te dis, «Là, on est mal parti, quoi. Là, c'est vraiment, des profils, faut faire des warnings pour les personnes justement qui sont pas encore mariées en disant: «Attention à ce type de combinaison, ça marche pas très bien». Alors j'ai quelques voilà, on a des clients qui viennent nous consulter avant de se marier. Mais moi, ces clients-là qui viennent se consulter, enfin qui viennent nous consulter avant de se marier, enfin, voilà, c'est des mecs ou femmes d'ailleurs, bah, qui sont bien structurés, bien ordonnés, qui sont en phase avec eux-mêmes, qui se connaissent suffisamment pour pouvoir faire les bons choix. Et donc moi, ces cas-là qui viennent nous voir avant le mariage, généralement il y a zéro risque. Vous voyez ce que je veux dire? Ils Mmh. se connaissent tellement, ils sont tellement attentifs à leurs besoins personnels, à leurs attentes, ils sont pas aveuglés enfin par des choix objectifs que ça se passe plutôt bien. Et puis ils prennent un Mmh. maximum de précautions que c'est vraiment, pour le coup, là, il y a pas de risque. On les voit OK. malheureusement, on les voit au moment du divorce, on se disait mais c'était évident. Il y a une telle différence de niveau, enfin une telle différence de personnalité. Par exemple, vous mettez un kiffeur avec une femme qui est très économe, qui est voilà, très stricte, qui fait très attention, ça peut pas le faire. C'est vrai, ça Vous marche pas ça. mettez, voilà, et si vous mettez une kiffeuse, enfin, une femme qui aime bien, voilà, qui aime les beaux vêtements, qui aime s'apprêter, qui aime les belles choses, les bons parfums, avec un homme qui est très très économe, non mais il va la prendre pour une folle, enfin, il va se dire, mais elle est folle. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. OK, et tu as d'autres On a ce combinaisons comme cas-là. ça? Qui viennent, mais vraiment justement pour divorcer où tu te dis: «Ben, ça, c'est des combinaisons qui ne marchent pas. Je l'ai vu à mon cabinet, ça c'est, ça marche pas, quoi». Alors c'est, pour moi, le plus haut, c'est la différence de niveau. D'accord, Pour moi, c'est c'est vraiment le vraiment, principal. c'est la différence de niveau et la différence de mode de vie. Donc ce serait les Mmh. deux, la différence de niveau de kiff. Il y a des kiffeurs et il y en a qui ne sont pas en fait. C'est vraiment deux catégories Mmh. en fait, c'est deux visions du monde. Vous allez avoir les épicuriens et vous voyez les stoïciens. Enfin c'est vraiment et tous les deux ont raison, c'est-à-dire que c'est juste deux visions du monde complètement différentes. Il y en a qui veulent profiter de la vie tout de suite, d'autres qui sont beaucoup plus prudents et qui les deux ont raison. C'est juste deux modes de vie qui coïncident pas. Ouais, OK. Trop de différences, en fait, et est-ce que, à l'inverse, du coup, tu as des combinaisons de couples qui, quand ils viennent te voir pour divorcer, ça se passe mieux? Oui, bah, c'est le niveau commun. Quand il y a le même niveau, ils divorcent très Ouais, c'est très vraiment bien. l'inverse. OK, Vraiment, pour OK. le coup, enfin, vous prenez un couple qui a le même niveau, qui a la même vision du monde, bah, ils se séparent, ils voient le divorce de la même manière. Ok, bon, on va se mettre Mmh. d'accord sur ça. Ok, bah, ça va être d'accord sur ça. Vous prenez une femme qui est hyper indépendante, qui travaille, enfin, elle va vous dire, tout ce que je veux divorcer. Ce qu'il a, ça ne OK. m'intéresse pas, même s'il gagne 100 fois plus qu'elle. Moi, j'ai ma vie, j'ai ma carrière. En fait, je ne veux rien de lui. Et Mmh. paradoxalement, vous allez avoir, ben, c'est l'autre exemple, c'est les femmes très très courageuses. Mais bon, elle restera dans une situation financière équivalente de celle de monsieur, mais des femmes de ménage. Enfin, vous voyez vraiment les femmes qui sont très très braves, très courageuses, qui font des métiers difficiles. Par exemple, les femmes de ménage, les aides-soignantes, et elles qui vont divorcer sans rien attendre, quoi. Elles vont nous dire, moi je veux divorcer, je veux rien de lui, je le supporte plus, je veux juste, voilà, je veux juste prendre mes enfants et passer très vite à autre chose. OK. Si on revient sur la question justement des enfants, tu sais, je te disais, on en discutait parfois avec une de mes sœurs et en fait, pour elle comme pour moi, en fait, moi je trouve que le divorce c'est lourd quoi. Ça fait peur en fait, et de quoi est-ce qu'il faut avoir peur finalement? Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Ou est-ce que, on a raison d'avoir peur? Qu'est-ce qu'il faut craindre quand on divorce, notamment quand on a des enfants? Je te parle pas uniquement du plan juridique, mais je te parle du plan aussi, psychologique. Est-ce que c'est des gens que tu revois derrière? Est-ce que tu vois qu'il y a des conséquences quand même pour soi, à divorcer? Alors moi, je pense qu'on a peur de l'inconnu. C'est-à-dire que on se dirige vers un après que qu'on ne connaît pas.
Et donc on a peur, je pense, de gérer, de devoir gérer les enfants seuls. Vraiment, on a peur de l'inconnu, mais dans les faits, là encore, une fois que c'est acté, une fois qu'on est dedans, plus personne n'a peur. C'est vraiment quelque chose. Enfin, la peur naît de cette donnée inconnue au départ où les époux ne savent pas trop en fait comment ça va se passer, donc ils appréhendent énormément la réorganisation. Il y en a un qui va devoir quitter le domicile, comment je vais voir mes enfants, où je vais vivre en attendant, comment je vais faire pour me reloger. Donc ce sont Hmm. toutes ces questions qui, une fois réglées, on va dire, dissipent la peur et du moins la peur émotionnelle. Après, les données, voilà, les données financières, bah, elles demeurent et de toute façon, ils y sont préparés. Mais je pense selon moi que la peur, c'est juste on va dire l'appréhension d'une donnée inconnue. Entendu, c'est hyper intéressant. Justement, ça fait un peu, pour faire suite un peu à ce que tu dis, quand on s'est eu au téléphone, tu as dit quelque chose qui m'a presque surprise, c'est que tu disais, moi les gens quand ils viennent me voir quand les gens pardon, quand ils viennent me voir à mon cabinet, ils ont la mine grave, le teint gris, tout est gris, un nuage gris au-dessus d'eux et en fait, quand ils viennent te revoir, 1 an après, ils sont radieux, ça va mieux et ils te disent pardon que c'est la meilleure décision de leur vie. Alors, on n'est pas là pour faire l'apologie du divorce, pas du tout, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant que tu expliques ce que toi tu vois aussi. Alors en effet, ce que je constate dans ma pratique, c'est que au moment du divorce, ben, on a des gens qui viennent nous voir, enfin je veux dire à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que ce mariage déjà il fonctionnait pas déjà depuis plusieurs années. Vous avez des efforts qui ont été déployés par les deux époux pour essayer de sauver ce mariage, donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, et des gens qui ont tendance un peu à s'éteindre à la fin quoi, et avant de tirer le constat que situation irrémédiablement obérée, on doit divorcer. Et donc effectivement, ils viennent nous voir dans un très sale état, du moins sur le plan énergétique. Vraiment, ils sont fatigués, désabusés, déçus, avec quasiment pas d'énergie, se dire qu'encore ils doivent divorcer, que c'est encore une lutte à mener. Donc on essaie de les rassurer en leur disant on va gérer, vous apportez-nous les documents, le reste on va gérer. Et on les découvre en cours de procédure et même à la fin, où ils se sont complètement régénérés. C'est-à-dire que vous allez voir les femmes qui vont perdre du poids, qui vont prendre soin d'elles. Vous avez les hommes, pareil, qui vont se remettre au sport, perdre de poids, nouvelle coupe. Vraiment, des teints, des énergies qui changent. Et moi, je pense que c'est tout simplement des gens qui ont divorcé et qui devaient divorcer. C'est-à-dire que la situation n'était plus tenable et c'était un divorce nécessaire. Et Mmh. donc, Ouais, c'est ce j'explique, on va dire, voilà, ce changement d'énergie, du passage d'une situation stagnante, un peu délétère, à une autre où la vie reprend et voilà, le champ des possibles reprend également reprend ses droits. d'accord. Enfin, aucune situation n'est figée. Vous avez ben, les époux, enfin les futurs divorcés entre guillemets, en fin de procédure, ils ont quasiment tous déjà rencontré quelqu'un d'autre. Ça repart dans des, voilà quoi, ça repart dans des love stories. Enfin, vraiment, il y a pas de situation qui est figée. Et généralement, voilà, la vie reprend son cours et tout le monde, et ça satisfait tout le monde. OK. OK, entendu. Et j'ai une dernière question pour toi, Hanan. Donc toi, tu es spécialiste du divorce, mais peut-être qu'à force d'avoir vu des divorces, tu peux, avoir, une vision, sur, ce qui pourrait aider, les couples à ne pas venir te voir. Alors désolée, là, du coup, je te fais pas encore ta promo, mais Alors, est-ce que selon toi, tu vois moi, des choses où tu te dis: «Ah, ben, en fait, si on veut éviter de divorcer», il y a un avocat spécialiste du divorce à New York qui a écrit un livre qui dit: «Si tu viens me voir, c'est que c'est trop tard». C'est vrai et donc en oui, fait, ah oui, son oui, livre, hein. c'est tu vois? Et donc l'idée, c'est, il explique dans son livre comment tu fais pour préserver l'amour avant de venir le voir justement. Qu'est-ce que toi, tu pourrais nous en dire? Alors moi je dirais que, après bon, on va dire que c'est pas quelque chose que j'aborde moi dans mon métier, mais on aborde le sujet avec mon cercle d'amis, avec mes proches, donc c'est un sujet sur lequel on s'est déjà penché et on m'a déjà posé cette question. Je dirais il faut bien se connaître, ne pas se bercer d'illusions, et que si on se connaît bien, et donc on a conscience de nos attentes, de notre capacité, on va dire de notre aptitude, enfin de notre capacité de tolérance.
Et donc on fait des choix adaptés à tout ça. Et si on a également pris conscience de l'étendue de ce que ça représentait le mariage, on sait que c'est pas une partie de plaisir, c'est des responsabilités, c'est des engagements, c'est vraiment c'est quelque chose enfin c'est quelque chose d'important et de pas de lourd à porter, mais c'est pas quelque chose d'anodin. Hmm. Donc si on a pris conscience de tout ça, qu'on se connaît bien, qu'on s'est dit ok c'est bon, j'ai l'épaule suffisamment large pour remplir le job. Si les deux ont fait ce travail-là, généralement ça se passe bien. Ils savent dans quoi ils ont mis les pieds, donc ils savent ce qui les attend, ils sont pas surpris, ils savent que par moment il va y avoir des crises, que par moment c'est difficile, ils sont informés de tout. Mais il n'y a pas de, enfin, on va dire qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, quoi. Il y a pas de coup de canif dans le contrat entre guillemets. C'est on s'est engagé pour ça, on a dit ok, alors on avance dans ça. Et donc Ok, c'est voilà, hyper intéressant. c'est pas c'est pas les jeunes couples du début très amoureux qui n'ont pas conscience de ce que ça représente et qui se disent ouais mais moi je savais pas que c'était ça et moi je savais pas que c'était ça et là en plus vous me dites que je suis en communauté de biens, moi ça me freine dans mes affaires, je peux pas investir, oh ça me rend ouf cette histoire, vous voyez ce que je veux dire? Ça sent le vécu. Et T'as généralement, ouvert et fermé les guillemets là. Ok. généralement, c'est les deuxièmes mariages, ça se passe plutôt bien, hein. Les personnes généralement qui ont déjà divorcé ou qui se marient à un âge avancé, mais je parle pas des ingénieurs de 40 ans qui se marient et T'as compris. qui ont pas fait de C'est une travail sur catégorie eux, à hein. part. Voilà. Très bien. Très bien. Des gens voilà qui ont pris le temps de se connaître. Enfin, voilà quoi, de pas se mettre la pression, de se dire bon en fait la vie, voilà comment je vois ma vie. Je veux pas mener une vie de labeur. Je veux que ma vie elle soit cool. Et ben elle va prendre ou il va prendre quelqu'un qui va matcher avec son projet. Ils Mhm. sont bien informés sur ce qui les attend et généralement ça se passe bien. Et je sais pas Donc si c'est... Ah oui, non, mais c'est super voilà, clair. voilà. Et généralement les couples les couples intelligents, c'est-à-dire les gens qui réfléchissent, qui ont déjà divorcé, qui ont compris pourquoi ça n'a pas marché, ils ne vont pas reproduire la même erreur. Et Hmm. donc généralement ces deuxièmes mariages fonctionnent plutôt bien. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis Quand on parce a fait que... ce travail, hein, et vraiment il faut faire un travail. Moi pour moi il faut faire un Oui, travail sur soi, les absolument. deux, et c'est très très important parce que si on, enfin voilà quoi, si on vient avec des blessures, si on vient avec des, enfin, On reproduit la même forcément chose en voilà, fait. Dans un on nouveau couple, c'est reproduit, tout. voilà, on va Ouais. impacter l'autre, Hmm. on intègre l'autre dans un triangle infernal, quelque chose de toxique, c'est pas Et puis bon. peut-être qu'on arrive aussi encore plus méfiant, parce que déjà la première fois ça s'était pas bien passé, et la deuxième fois, ah bah tu vois, bah de toute façon les femmes elles sont toutes comme ça, ah bah tu vois, les Oui, hommes ils sont tous comme ça. alors ils n'ont juste pas travaillé sur eux. Absolument, absolument. Mais non, mais je trouve que c'est, en fait, tu as dit deux choses que je trouve très belles, c'est que tu as dit les gens qui réfléchissent, et enfin moi je ne peux pas ne pas faire de lien avec la parole d'Allah où il nous demande souvent dans le Coran, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? La Oui, réflexion, c'est oui, vraiment exactement. tu vois, C'est ça. c'est un passage obligé si on veut préserver les choses, travailler sur soi, réfléchir. Une personne, pareil, un avocat spécialiste du divorce, il disait, en fait, la chose la plus dure à faire et la chose la plus juste à faire, c'est souvent la même chose. Oui, Justement, si tu veux plutôt faire des choses faciles, ça tiendra pas en fait. Mais la réalité, c'est que ben, il faut bosser. Et si tu veux bosser, ça te permettra de faire les choses justes et ça te permettra de faire les choses bien. Donc, faut pas bien avoir peur, sûr. je pense, du travail, de la réflexion. Et c'est un peu ce que tu dis. Et la deuxième chose, c'est Voilà, que ben, on en revient à la même chose. Le savoir, c'est le pouvoir en fait. Ça, se bien sûr. connaître soi et connaître un peu ce qui se joue à l'intérieur du mariage en fait. Exactement. Se remettre en question au bon moment, Mm. s'interroger. Il faut procéder à des réajustements selon moi parce que quand on se marie, quand on a 20 ans, à 30 ans, on n'a pas la même mentalité. À 40 ans, on a encore changé. À 50 ans, on a encore changé. Donc procéder à des réajustements au fur et à mesure. Voilà, avec soi-même, avec l'autre, se dire bon, est-ce que là on va toujours dans la bonne direction? Est-ce que je suis pas à côté de mes pompes? Est-ce que je suis pas à côté de ma vie? Est-ce que je suis alignée? Et je pense que la base, en fait, c'est soi-même. Si nous-mêmes on est alignés, on fera nécessairement les bons choix. Maintenant, si on est désaxé, si ça se passe pas bien au travail parce que on n'a pas fait les bons choix à l'origine, ou on pensait que c'était le bon choix, comme le mariage, et on n'a pas choisi le bon travail, forcément, ça va avoir une incidence sur son mariage. Quand on n'est pas bien au travail, ça va impacter le mariage. Et on a aussi des gens qui divorcent à Mm. cause de ça. Ah oui? À cause de la toxicité du lieu de travail ou comment La ça? toxicité du lieu de travail, il y en a un qui va pas savoir gérer son licenciement et donc qui va se remettre en question, qui nous fait une dépression dans le salon à l'année. Donc madame, à un moment donné, elle va lui dire, oh là là, mon gars, je veux bien être compréhensive,
mais là, ça fait 2 ans que tu es sur le canapé, ou bien tu trouves un travail, ou bien hasta luego. Enfin, vraiment, en fait, tout est imbriqué. Et je pense Hmm. que l'origine, on va dire, du bien-être, c'est soi-même. Si monsieur et madame veillent à leur bien-être personnel, en faisant les bons choix, en étant alignés, c'est-à-dire le travail qui me correspond, voilà quoi, essayer d'avoir une vie agréable. C'est pas facile pour tout le monde, mais Hmm. dans la mesure du possible, pour ceux qui ont le choix, il faut quitter une situation qui ne convient pas, que ce soit un travail, que ce soit un voisinage, que ce soit un quartier, que ce soit même malheureusement même un mariage, quoi. Quand c'est pas, voilà, quand on n'est plus aligné, eh ben forcément il faut, Quand ça gangrène trop, en fait, c'est ça? Quand ça voilà, gangrène trop les autres parties de sa vie, c'est ça que tu dis un peu? exactement, D'accord. ouais. En Et tout cas, ça, je te remercie. quand on se connaît bien, Mmh. quand on essaie de prendre soin de soi, enfin de faire attention à soi-même, bah, on évite, on arrive, on va dire, à faire des choix qui minimisent au maximum, on va dire, ce risque de gangrène. OK, c'est Et hyper intéressant. Je te remercie d'avoir précisé ça parce qu'en fait, tu sais, on a beaucoup donné, tu as beaucoup donné des conseils pour des personnes soit qui se remarient, soit des personnes qui rentrent dans le mariage et je te remercie d'avoir eu, la gentillesse de donner aussi des infos quelque part à des gens qui sont déjà dans le mariage. Tu sais, tu as parlé de se réajuster. Tu plus, quand tu te maries à 20 ans et quand tu te maries à 30 ans, tu n'es plus la même personne. À 40 ans non plus et il faut accepter ça. L'un comme l'autre conjoint doit accepter qu'on n'est plus les mêmes personnes et on doit se réajuster et on doit pas à chaque fois, se dire: «Ouais mais quand même, la Madina de 30 ans était quand même beaucoup plus sympa que la Madina de 40. Ouais, mais en fait, Madina aujourd'hui, elle a 40 ans, donc comment on fait? Toi, aujourd'hui, c'est pareil, tu as 40, donc comment on fait pour vivre notre mariage au mieux avec qui nous sommes dans le respect et dans l'agréabilité? Et ça, je te remercie de l'avoir reprécisé et le fait de se dire toujours essayer de prendre soin de soi au fil des années. C'est très dur, surtout quand on a des enfants. Moi, j'ai toujours qu'en fait, le mariage, il est à la base au-dessus de la pile de linge. Au début du mariage, c'est la prio. Et puis, en fait, plus tu avances dans ton mariage, plus la pile, elle, tu vois, bien elle sûr, s'accumule en fait. Tu as les enfants, le travail. Moi, je trouve que le travail, on n'en parle pas assez, mais c'est une prise de tête incroyable parce qu'on passe quand même 35 heures, 40 heures, 50 heures dans bien son sûr, travail. Évidemment que ça a un impact dans sa vie. Et le truc, c'est que tu as toujours quelque chose qui se met au-dessus de la pile. À tel point que si toi, à un moment donné, tu dis pas, on arrête, moi, je vais rechercher ce qui était au bas de la pile là et je vais le remettre par-dessus, ben en fait, tu le vois plus ton mariage et t'en fais plus la exact, priorité quelque part. exactement, exactement. Bah après, généralement, ça va être un rythme commun, hein. Mmh. Enfin, généralement, c'est les deux. Enfin, les deux vont être très pris, hein. Si les deux travaillent, les deux vont être très pris et la pile va se remplir des deux côtés. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Ok, ok, ok. Donc l'effort, en Bon. fait, vraiment, l'effort doit être mené par les deux. Et pour terminer, hein, et pour en faire le lien, on va dire, avec la parole également divine, je Mhm. dirais que notre religion est une religion du juste milieu et qu'il faut vraiment aussi il faut aussi tenir compte de cette mesure un peu dans tout. C'est-à-dire que le mariage, c'est pas que moi, mes intérêts, mon affect, ce que je ressens. Il faut aussi tenir compte, enfin, de l'autre, de ce qu'il ressent et de faire des concessions quand il faut faire des concessions et se dire qu'on est deux. En fait, c'est limite une société, une entreprise, on est deux, où les deux, en fait, doivent être épanouis, les deux doivent être heureux, les deux doivent y trouver leur compte. Et donc, si je tire toute la couverture sur moi et que l'autre je laisse en galère, en fait, ça va pas le faire, hein. Alors que si on est quand même à l'écoute de l'autre, se dire, ok, pour moi c'est futile, mais pour lui ou pour elle c'est important, eh ben voilà, on en tient compte et on fait des efforts pour ce qui lui paraît important, même si moi, à mes yeux, c'est futile. Là, je pense que ça peut aussi bien, ça peut aider. Mais on peut carrément s'arrêter là. Vraiment, tu as rappelé la parole divine, tu as eu une parole pleine de bon sens. Vraiment, je te remercie, Hanan, maître Hadji, pour toutes ces informations qui C'est étaient gentil, extrêmement Madina, pour utiles. l'invitation. Avec grand plaisir. Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver si elles ont besoin de te contacter? Dis-nous tout. Alors moi sur internet, hein, si on tape mon nom prénom, donc Aji Hanan, avocat, il y a ma fiche Google qui va apparaître, donc j'exerce à Agnières et à Cergy. Donc vraiment on me retrouve sans difficulté, je suis je suis sur Google très très facilement. Bon, et en plus, elle a des excellents avis. Donc, je vais pas dire courez C'est la voir parce gentil, que, encore une fois, Madina. je suis pas en train de dire courez vers le divorce, mais en tout cas, si Arnaud Spatala a écrit le divorce dans votre radar, dans votre destin, Hanan sera, Inch'Allah, la personne appropriée pour vous accompagner dans cette épreuve parce que c'en est une, mais Inch'Allah, elle fera en sorte que ça se passe au mieux, n'est-ce pas? Voilà, exactement. C'est une épreuve avant la facilité. Il y a de la Inch'Allah. facilité derrière. Bon, Amine. Eh bien, merci beaucoup, Hanan, pour ton Bah, temps, merci à pour toi toutes pour tes informations. l'invitation. Merci C'était avec beaucoup pour plaisir. l'invitation.
À Et puis bientôt. si Salam jamais... alaikum wa Allez, rahmatullahi. allez, salam alaikum, à bientôt. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance, et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi, et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous, et peace and halal love sur vous.